Alors les amis, il y a beaucoup de choses intéressantes que Apollinaire a dites et j'ai une pile de questions. J'espère que vous allez me pardonner la longueur de cette vidéo, mais je suppose qu'elle a vraiment tout son sens. Surtout pour ceux, il y a beaucoup qui veulent venir faire l'enseignement ici au Canada et c'est vraiment important d'avoir ces pépites-là, ces informations-là, c'est de l'or, ça vaut de l'or. Donc, Apollinaire, tu as dit que tu enseignes. Tu as enseigné ici. Dans quelle langue est-ce que tu as enseigné? Parce que ici, nous sommes à Calgary, nous sommes en Alberta. On s'entend que la langue prédominante de l'Alberta, c'est l'anglais. Donc, pour tous ceux qui veulent venir ici en Alberta, première question, dans quelle langue est-ce que tu as enseigné? Deuxième question, comment est-ce qu'on s'oriente lorsqu'on veut venir enseigner? Est-ce qu'on enseigne dans une école francophone? Est-ce qu'on enseigne dans une école d'immersion? Est-ce qu'on enseigne dans une école anglophone? Comment on fait? Par rapport à quoi est-ce qu'on s'oriente selon ton expérience? Ouais. Oui, merci, c'est une question aussi très intéressante. C'est vrai que moi, il y a des questions qui apparaissent. Et effectivement, la langue a sa place. OK. Ici, non seulement ici, ailleurs. Dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce que l'on fait. On ne peut pas être un bon enseignant si on ne maîtrise pas la langue. Et je voudrais te dire que j'ai fait, avant d'arriver ici, toute mon éducation, toute mon expérience professionnelle a été faite dans la langue française. OK. Donc, le français, c'était ma langue. C'est ta langue, ta première langue. Ma première langue. Oui. Alors, j'arrive ici en Alberta, je trouve que c'est l'anglais. Ouais. Donc, voilà d'abord un premier défi, la barrière linguistique. OK. D'abord. Et mon objectif, donc, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des écoles francophones ici, en Alberta, où je peux enseigner? C'est là où j'apprends qu'il y a le conseil scolaire francophone, à l'époque. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai appliqué dans ce conseil scolaire à l'époque. Et il ne m'avait pas retenu. D'accord. Et plus tard encore, j'apprends que non, il y a dans des écoles scolaires publiques une section qu'on appelle l'immersion. L'immersion, c'est les élèves anglophones qui ont décidé de faire leur cursus scolaire en français. Donc, vous enseignez en français. OK. Mais vos élèves sont des élèves anglophones. Ouais. Donc, imaginez-vous un enfant qui a ses deux parents qui sont anglophones et personne dans la maison ne parle un seul mot en français. Oui. Donc, c'est ce challenge qu'on a lorsqu'on enseigne en immersion. En immersion. Donc, alors, c'était un défi. Un défi à relever. Ouais. Et je dirais que la formation que j'ai faite, la formation d'un an que j'ai fait à l'Université de Calgary, m'a beaucoup outillé pour relever ce défi-là. Voilà, OK. Et puis aussi, ma formation au Cameroun, je suis ce qu'on appelle la didactique. La didactique des sciences. La didactique, c'est enseigner comment enseigner. Donc, étant déjà but de ces connaissances, comment faire, je me suis vite adapté, comment interagir avec ces enfants qui ne comprennent pas, qui sont anglophones. Et moi, je suis francophone. Comment permettre à ce que, entre nous, qu'il y ait cette communication. Juste une question, la formation, tu l'as faite en quoi? En français ou en anglais? À l'université? Ici, 100% en anglais. Oh wow! Est-ce que c'est une, je veux dire, est-ce que c'est un requirement? Je veux dire, lorsque on est, par exemple, pour ceux qui sortent du Cameroun et qui sont francophones, maintenant, pour aller faire cette formation, parce que je sais qu'à Edmonton, par exemple, ils ont un campus Saint-Jean où on peut faire sa formation en français. Mais ici, c'est en anglais. Est-ce qu'on t'oblige un test de langue? Oui, ils m'avaient fait un test. OK. Ils m'avaient fait un test. Et étant déjà donné que, je vous ai dit, pendant que j'attendais mon brevet d'enseignement, je m'étais enroulé dans une formation en anglais. Et cette formation-là est supportée par le fédéral. Donc, je faisais des cours de soir là-bas en anglais pour améliorer mon anglais. D'accord. Et c'est avec les résultats obtenus là-bas qu'ils ont pu me recruter dans la formation. OK. Donc,
c'était comme cela. D'accord. Donc voilà donc comment je suis parti et j'ai commencé. Donc j'ai donc enseigné pendant 10 années. Wow. 10 années en immersion. Et les premières années étaient difficiles parce que l'anglais n'étant pas ma première langue, il fallait pendant les interviews parents-enseignants, ça c'est aussi une spécialité de l'Alberta. Une spécificité. Il y a les interviews entre les enseignants et les parents. Et les parents étaient à 100% anglophones. Voilà. Il faut donc faire un important pour pouvoir leur expliquer comment leurs enfants sont en classe, quelles sont les performances de leurs enfants en anglais. Donc, je me formais aussi progressivement. Donc, comme quoi, on peut travailler en français, mais c'est important d'avoir l'anglais. Non, c'est indispensable. C'est indispensable ici. D'accord, en Alberta. On ne peut pas s'en parer. Si quelqu'un a des ambitions et qu'il est encore hors d'ici, qu'il commence à se former en anglais. Ok, allez regarder la vidéo où je parlais de la préparation lorsqu'on veut immigrer. Où je disais que le premier point, l'un des deux, si ce n'est le premier ou le deuxième, c'est la langue. Parce que l'immigration, c'est la langue. Si vous ne pouvez pas parler la langue du milieu dans lequel vous voulez vous intégrer, ça sera très difficile de vous intégrer. Donc ça, c'était un des challenges. Les rencontres entre parents et enseignants. Mais maintenant, quel autre challenge comme ça as-tu rencontré au cours de... Ok, oui. Il y en avait d'autres challenges. Ok. Maintenant, ceci, tu sais, si j'essaie un peu de comparer le système éducatif du Cameroun et le système éducatif de l'Alberta, il y a certains points de différence. Okay. Le premier point que je vais soulever, c'est par exemple la pédagogie qui est utilisée. En Alberta, on parle beaucoup plus de la différenciation. La différenciation, c'est quoi? C'est que l'enseignant taille le processus enseignement-apprentissage aux besoins de l'enfant. Ok. Aux besoins des enfants. Ok. Donc, cela veut dire que tu dois t'occuper spécifiquement de chaque élève. Tu dois savoir quelles sont ses forces, tu dois savoir quelles sont ses faiblesses. Et comment aider cet élève sur ses faiblesses, comment l'aider à les surmonter et à réussir. D'accord. Et ceci est facilité parce que, à mon époque, la moyenne de l'effectif de la salle de classe était entre 15 et 20 élèves par classe. Wow. Voilà pourquoi cette pédagogie est plus facile à appliquer. Tu peux t'occuper de 15 élèves, tu peux t'occuper individuellement de chaque élève. Ok. Par contre, au Cameroun, par exemple, à l'époque, il y a 19 ans, la moyenne des effectifs d'une salle de classe était entre 60 et 70. Je suis sûr que les effectifs ont augmenté depuis là. Alors, ça devient un peu difficile d'appliquer cette politique-là là-bas. Alors ici, la notion de différenciation est très développée. Quand tu sors donc à l'extérieur et que tu arrives ici, c'est quelque chose que tu ne connais pas. Ok. C'est quelque chose que tu ne connais pas. D'accord. Et donc, tu dois effectivement apprendre. Ouais. Parce que parfois, on s'énerve. Quand on te dit repars faire un truc, tu te dis, oh non, j'ai déjà étudié. Pourquoi est-ce qu'on me demande d'aller refaire? Et on est frustré. On est frustré. Voilà. Donc, il y a cette pédagogie-là qui est vraiment spécifique ici au Canada. Ok. Deuxièmement, autre chose qui est différente, par exemple ici, il y a l'effet que les parents sont très intéressés, les parents supportent le système éducatif ici à un niveau très élevé. Vous nous faites travailler, hein, vous les enseignants là, parce que en tant que parents, franchement, on est au four et au moulin, on est impliqué. C'est-à-dire, le système canadien t'oblige à être impliqué dans l'éducation de ton enfant. Oui, ça c'est vrai. Et je voudrais te dire également que c'est le parent qui est au centre. Ok. Les écoles ont ce qu'on appelle les boards. Le board est au-dessus du conseil d'administration d'un conseil scolaire. Ok. C'est le board qui décide quelle est l'administration du conseil scolaire. Ce sont les parents. Il est constitué rien que des parents. Oh, wow. C'est vrai qu'ici, on dit que les parents ont un pouvoir terrible. Le pouvoir de l'éducation. Ouais. Le conseil scolaire, le board, le conseil d'administration des parents peut décider de ne plus avoir tel ou tel administrateur dans un conseil scolaire. Il n'y a même pas à discuter. Wow. Donc, il faut donc s'intégrer rapidement comment interagir avec les parents quand on est enseignant. Ouais. Parce qu'ils sont dans ta salle de classe. Oh mon Dieu.
Et ils sont là, ils suivent leurs enfants, ils te posent des questions concernant leurs enfants. Tu dois être capable de répondre pour donner des réponses vraiment convaincantes. C'est ça. Donc, tu dois travailler en étroite collaboration avec les parents. Ouais. Or, cela n'était pas fait là-bas. C'est différent. C'est différent. Donc, il y a une autre manière, il y a une autre différence sur le point de l'évaluation. Ok. On ne classe pas les élèves. Ouais. On ne dit pas premier, deuxième, troisième, quatrième. Ou le dernier. Mon Dieu. On ne le fait pas. On compare pour vérifier si l'élève a réussi. On compare plutôt ses performances. D'accord. Est-ce que cet élève-ci a progressé? Est-ce qu'il est parti de 70% à 80%? Donc c'est par rapport à lui-même, c'est par rapport à sa performance personnelle. D'accord. Et parfois c'est vraiment personnel dans laquelle l'enseignant va voir ce qu'il y a lieu de faire. Par contre, dans le système éducatif, par exemple, du Cameroun, on compare plutôt les performances entre les élèves. C'est pour ça qu'il y a cette classification. Paul est premier de la classe, Marie premier du centre. Est dernier de la classe. Dernier de la classe. Donc, il y a aussi du nouveau dans le système d'évaluation. Que quand on vient de l'extérieur, on doit apprendre. Comment ça fonctionne. Autre différence, c'est sur le plan des infrastructures. Ici, quand j'arrive, par exemple, j'ai eu la chance, quand j'arrive, je deviens enseignant suppléant. Dans les écoles où je vais, je découvre le smartboard, la technologie, le tableau électronique. Alors, à l'époque, le conseil scolaire, et je dis grand merci au conseil scolaire catholique de la Bertha, parce qu'il était possible que vous soyez, par exemple, suppléant ou enseignant de salle de classe, si vous désirez avoir une formation comment utiliser cette technologie, vous aviez cette opportunité. Et j'avais donc sauté sur cette opportunité pour apprendre comment utiliser un smartboard. Smartboard, c'est un tableau électronique. Un tableau intelligent. Donc dans la salle de classe, tu n'as pas de tableau. Tu n'as pas la craie. Le tableau noir et la craie. Il n'y a pas de tableau noir dans la salle de classe. C'est plutôt le tableau intelligent. Smartboard. Donc j'avais fait donc la formation. Maintenant, quand je deviens donc enseignant titulaire de classe, je trouve un smartboard. Donc vous voyez que si vous n'avez pas été formé ici, et vous tombez directement dans la salle de classe, c'est un choc. Donc, il y a ces infrastructures-là qui est parmi ces grandes différences. Un autre que j'allais oublier, ailleurs, à l'extérieur du Canada, surtout dans l'enseignement secondaire, la discipline les enseignants sont aidés dans la gestion de la discipline par ce qu'on appelle des surveillants et des surveillants généraux. Ah oui, les surveillants de secteur, le surveillant général, le censeur. Or, ici au Canada, en général, et en Alberta, la gestion de la classe est révolue à l'enseignant. Il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de surveillant général. Donc, le comportement des enfants, tout ce qui est comme gestion de la classe, c'est toi-même. C'est la responsabilité de l'enseignant. C'est toi qui dois amener les élèves turbulents de ta classe à être disciplinés et à réussir. D'accord. C'est un autre grand un challenge, un défi. Surtout qu'ici, il n'y a pas de chicotte. Bien sûr, un enseignant s'il a des problèmes de discipline, il peut contacter la direction de l'école. Mais les directeurs et les professeurs, si tu l'appelles déjà 1, 2 fois, 3 fois, tu es déjà classé. Ça prouve que tu ne maîtrises pas ta classe. Exactement. Si à chaque fois tu fais appel à ton principal, finalement on va dire que tu as une pauvre gestion de la classe. Et ça peut te faire l'objet d'un renvoi. Waouh, jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Mon Dieu, c'est bon à savoir. Bon à savoir. Ok. Donc, c'est les challenges qu'on a dans le système éducatif ici. On peut vraiment, il y a tellement à dire. Je crois que si on s'étend sur toutes les questions, on peut faire 3 heures. Mais on va couper court.
on va directement aller sur le point de l'avancée, de l'évolution de la carrière. Comment est-ce qu'on évolue lorsqu'on est enseignant au Canada? Oui, je voudrais d'abord dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, c'est un talent footballeur qui disait qu'il faut avoir le fighting spirit. Ouais, la combativité. La combativité. Rien n'est facile. Il faut avoir le hemley. Rien n'est facile. Ouais. Rien n'est facile. Il y a certainement des obstacles et des obstacles. Mais il faut avoir la volonté. Il faut avoir cet esprit très ambitieux. Et cela va te pousser à, première chose, à faire des formations que tu dois faire. Tu fais des formations que tu dois faire. Des formations continues. Une formation continue. Et ne pas hésiter à appliquer à différentes positions. Moi, je prends par exemple mon cas. Toutes les difficultés que j'ai rencontrées, je n'avais jamais baissé les bras. J'ai fait l'université de Calgary, comme je vous ai dit. Mais mon objectif, c'était d'aller au-delà de l'enseignant de la salle de classe. Et c'est pour cela donc, que j'ai fait ma maîtrise en administration scolaire et leadership. Et je l'ai encore fait en anglais à 100%. À l'université de Gonzaga. J'ai fait dans l'université où tous les grands administrateurs de mon conseil scolaire sont passés. D'accord. Les superintendants, tous sont des diplômés de cette université. Et cela m'a permis, une fois que j'ai terminé cette formation, j'ai vu que le ministère de l'Éducation de l'Alberta avait besoin d'un conseiller et d'un consultant en curriculum de sciences, de la maternelle à terminale, avec un background en français. Alors je me suis dit que mais pourquoi je ne veux pas essayer? J'ai donc appliqué, j'ai appliqué et j'ai eu 2 interviews avec une production d'écrite. Donc j'ai rencontré d'abord un premier groupe, c'était des directeurs. Après ce groupe-là, un deuxième groupe de directeurs m'a interviewé. Et après ça, ils m'ont demandé d'écrire, ils m'ont donné un sujet, j'ai écrit. Et finalement, j'ai été retenu. Et je vais te dire que mon travail, même si on avait dit background, on avait dit que un background en français, mais je vais te dire que mon travail, c'est à 99,99% en anglais. Voilà. Donc, là maintenant, pour que la vidéo ne s'étende pas longtemps, quels sont les conseils? Parce que tu as dit en début de la vidéo que tu étais conseiller. Les gens ne comprennent, peut-être que beaucoup n'ont pas compris, mais tu as commencé dans la salle de classe. Maintenant, tu es au ministère. Donc, juste pour dire que nos frères et sœurs qui sont dans les salles de classe, vous n'êtes pas condamnés à rester dans la salle de classe. Il y a des plans de carrière. On peut grandir déjà même dans l'école, c'est ça? Oui. Et si possible, sortir même hors de l'école et continuer au ministère de l'Éducation. Exactement. Oui, tout est possible. C'est chacun en réalité qui a son destin en main. Voilà. Certes, il y aura des difficultés. Mais ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas impossible. On peut toujours réussir. Il faut être ambitieux. Il faut être flexible. Il faut être ambitieux. Et il faut être travailleur. Et si on est travailleur, je crois que tout peut réussir. Un conseil pour ceux qui arrivent et qui veulent se lancer dans l'enseignement, ou alors ceux qui sont là, bon, pour ceux qui sont là, c'est le travail, hein, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas 10 000 solutions, mais maintenant pour ceux qui arrivent et qui veulent se lancer, est-ce que tu conseilles, est-ce que tu recommandes? Bon, c'est vrai qu'après, chacun a son choix. Donc, premier point, un conseil pour nos jeunes frères qui se lancent dans l'enseignement. Deuxième chose, s'il y avait quelque chose, avec toute ton expérience, tout ce temps que tu as passé au Canada, dans le domaine de l'enseignement, est-ce qu'il y aurait des choses comme ça que tu aurais fait différemment pour faciliter ou accélérer même ton intégration? Effectivement, il y a des choses que j'aurais dû faire quand je suis arrivé. Le premier conseil que je pourrais donner à ceux qui arrivent, aux nouveaux arrivants et qui veulent devenir enseignants, c'est d'abord l'ouverture d'esprit et la flexibilité. Ils doivent être ouverts que quand bien même ils ont de grands diplômes, quand bien même ils ont une formation professionnelle, quand ils arrivent ici, ils doivent être ouverts à faire une formation. D'accord. Ceci va leur permettre d'apprendre exactement à quoi le système est. Et dès que tu fais cette formation-là, tu as beaucoup plus d'ouverture
Et beaucoup plus de chance même. Beaucoup plus de chance. D'être recruté. Ton intégration est beaucoup plus facile. D'accord. Parce que si tu viens, tu dis, ok, j'ai enseigné, j'ai fait ceci, tu viens, j'ai pris le cas du Smartboard. Tu n'as jamais vu à quoi ressemble le Smartboard. Et puis le jour qu'on te recrute, on te donne une salle de classe, c'est ça que tu trouves dans ta salle de classe. C'est les pleurs. Les enfants qui pleurent, tout le monde pleure. Et les enfants d'ici ont un esprit très éveillé. Ils ont été, les enfants du Canada en général, les élèves du Canada en général, ils ont un esprit très ouvert. Cela veut dire qu'il est libre, il peut te dire n'importe, peut te dire ce que, des choses que toi, qui n'étaient pas possibles là où tu viens. D'accord. Donc, il y a cet esprit d'ouverture, cet esprit de flexibilité que tu peux prendre une formation la plus rapidement possible pour comprendre le système et s'intégrer. Ok. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux donner. Ok. La deuxième chose que je peux également dire, c'est que ce que j'aurais pu faire quand j'arrive, maintenant, ce que j'aurais pu faire avant ici, c'est essayer de chercher le maximum d'informations possibles. Ah oui. Se préparer. Se préparer le maximum d'informations possibles. Parce que l'information est l'or. C'est une mine d'or. Mine d'or. C'est celui qui maîtrise l'information qui s'intègre le plus facilement. C'est normal, c'est ça. Qui s'intègre le plus facilement. Quand tu arrives et que tu as des informations concernant ton domaine. C'est pour ça que je disais, chercher même un mentor. Un mentor. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. Que tu veux faire. Ouais. Ça devient, il va t'aider à prendre un raccourci. Ah oui. Et ton intégration est très, très, très facile. Mais si tu n'as pas cette information, tu vas tourner en rond. Ouais. Tu vas tourner en rond et tu seras surpris qu'à chaque fois, on rejette tes demandes. Tu vas d'échec en échec en échec. D'échec en échec. Donc, c'est les deux grandes informations. Première chose, si je me résume, la flexibilité et la volonté, l'esprit d'ouverture. L'esprit d'ouverture, Être prêt à rentrer à l'école pour mieux connaître le système. Et deuxièmement, avoir le maximum d'informations possibles concernant ton domaine professionnel. Ok, merci beaucoup Apollinaire. On va conclure la première partie parce que je suis à Calgary comme ça et j'ai attrapé Apollinaire. Parce que je voulais avoir le maximum d'informations possibles. Il y aura une deuxième partie, celle-là qui concerne vraiment le système éducatif. Nous sommes ici en Alberta. Pour beaucoup d'entre nous qui arrivons, qui avons des enfants, qui avons étudié ailleurs et qui ne savons pas comment est fait le système scolaire canadien et albertain en particulier. Merci beaucoup Apollinaire. On se revoit dans la deuxième partie. À tout à l'heure. C'est moi qui vous remercie. Ok. Merci pour toutes ces questions pertinentes que vous avez posées. Merci. Okay, merci. Et je crois que nos internautes en tireront profit. D'accord, j'espère aussi que ça va les aider à facilement s'intégrer et à faire surtout de bons choix. Bon choix. Voilà. Exactement.